Voilà, le clonage, pour mémoire, a été interdit, tandis que l'agence de biomédecine était créée. Le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire la capacité de vouloir éviter la naissance d'un enfant porteur d'une anomalie grave d'origine génétique, a été autorisé dès 1994 pour des affections graves, réputées incurables, un peu sur le même mode que l'autorisation, que l'IMG, interruption médicale de grossesse, un petit peu la même logique. Hein. Sauf que là, on fabrique, entre guillemets, on conçoit des embryons, on fait des biopsies, et on n'implante que ceux qui ne seront pas directement porteurs de l'infection. Parfois, ils la portent dans leur gène, ils la transmettront à leur descendance, mais en tout cas, les parents ont une garantie d'avoir un enfant indemne de l'affection qu'ils veulent éviter. Et tout ça après des parcours extrêmement douloureux, souvent d'ailleurs de naissance d'un premier enfant porteur de handicap. Parfois, il y a eu un avortement dit médical d'un enfant porteur de ce même handicap. Et ensuite, les parents se tournent vers l'AMP pour obtenir un enfant qui en soit indemne. Voilà. Et j'ai mis en bleu, je ne sais pas si ça paraît, oui, à peu près lisible, de manière un peu sauvage, des équipes liées à des équipes de cancérologie ont développé le DPI pour des cancers prédictifs, c'est-à-dire lorsque des cancers, les personnes sont porteuses de gènes qui donnent par exemple 70 ou 80% de risque d'avoir un cancer du côlon qui est familialement héréditaire, certains cancers, eh bien les équipes françaises on considérait qu'il était légitime de faire des DPI et même si la loi ne le prévoyait pas expressément, les autorités compétentes ont fini par dire que oui, c'était acceptable. Là, on a une extension du DPI en ce moment qui se développe. Voilà. Pour le financement, en quelques éléments, c'est le système de la sécurité sociale performante que nous connaissons pour 4 tentatives remboursées à 100%, jusqu'à 43 ans pour les femmes. Voilà. Et là, il y a des débats entre praticiens sur ce sujet, mais je ne vais pas insister, si ce n'est que c'est effectivement extrêmement coûteux. On peut faire tout un travail pour discuter du coût de cette AMP en France. Pour mémoire, vous le savez, interdiction et transgression, je suppose qu'on en parlera tout à l'heure. Il est pour l'instant interdit en France de donner le bénéfice, entre guillemets, de l'assistance médicale à la procréation pour une personne qui serait célibataire ou pour 2 personnes qui seraient de même sexe et qui le réclameraient. Elles vont parfois à l'étranger, on le verra. Et puis la gestation pour autrui, qu'on appelait autrefois mère porteuse, que je préfère appeler moi maternité éclatée, c'est-à-dire la séparation de la fonction maternelle entre la génitrice qui donne ses gènes, la gestatrice qui porte l'enfant et l'éducatrice qui l'élèvera, donc entre 2 ou 3 femmes suivant le mode de gestion pour autrui, elle est toujours interdite. Hein. C'est en débat, il y a eu un sondage d'opinion récemment, 6 Français sur 10 il serait favorable, mais plusieurs instances publiques quand même ont donné récemment en tout cas voilà, on en reparlera, donc je ne vais pas plus loin. Et puis, la création d'embryons pour la recherche demeure interdite aujourd'hui en France. J'espère ne pas avoir été ni trop rapide, ni trop long. Et on aborde maintenant l'assistance médicale à la procréation en chiffres. Petit rappel, des relations sexuelles régulières, entre guillemets, donnent à peu près 25% de résultats en grossesse par cycle, lorsque ça fonctionne entre guillemets bien. Ce que la plupart des Français ignorent. Nous, on a beaucoup de femmes qui nous disent « j'ai arrêté ma contraception le mois dernier, c'est terrible, enfin, il y a une sorte d'immédiateté. J'ai déjà eu un ami qui m'a dit « mon frère va attendre un enfant » et je dis « ah bon, mais c'est pourquoi ?»« Ah non, ils viennent d'arrêter la contraception. » Et là, eh bien, vous savez, les praticiens disent c'est pas exceptionnel d'attendre 1 an, c'est pas catastrophique, mais par contre, à l'échelon d'un couple, ça peut être une terrible angoisse, et on en a quelques témoignages. Insémination, 11% par tentative, FIV, 23%. Et là, eh bien, vous le savez, on compare des taux, mais la réalité de ce qui se passe, bien sûr, n'est pas du tout le même niveau, parce qu'évidemment, la technique est lourde. Comment se répartissent les 20 000 naissances par AMP? Ce tableau, pour ceux qui se sont intéressés, eh bien, donne quand même quelques éclairages. L'essentiel est homologue, c'est-à-dire que c'est des gamètes, spermatozoïdes et ovocytes, qui viennent du couple demandeur, que ce soit par insémination, 30%, ou par fécondation in vitro. Tandis que le donneur, donc soit d'ovocytes, soit de gamètes, parce que pour l'AMP avec donneur, vous n'avez que finalement 6% des naissances. Je vous laisse un peu le tableau 2 secondes. Donc on a en gros simplement 1200 enfants chaque année en ce moment qui naissent. C'est les chiffres de 2006, les plus récents, qui ont été donnés en septembre dernier par l'agence de biomédecine, et que 1200 enfants qui naissent avec donneur.
Et ce qui nous intéresse le plus pour parler de l'embryon, ben, c'est la fécondation in vitro, puisque c'est là que se pose la question plus essentiellement, parce que dans l'autre cas, c'est la manière de procréer sans relation sexuelle, ce qui n'est pas sans conséquence peut-être, mais enfin là, en fécondation in vitro, par contre, il y a la création d'embryons, et c'est peut-être là que la question se pose le plus. Et vous voyez, c'est quand même 14 000, donc c'est une grande majorité des AMP. Ce tableau, oui, les chiffres, je suis content qu'ils soient assez grands pour vous. Bon, c'est un tableau qui en dit long. Alors, je vous explique un petit peu. Regardons la ligne jaune, le total. Chaque année, pour les fécondations in vitro, qu'elles soient habituelles, classiques ou par ICSI, pour ceux qui ne savent pas, l'ICSI, c'est une technique inventée par le professeur Testard, c'est l'injection d'un spermatozoïde. Donc on force au fond la conception dans l'ovocyte, l'ovule, qui deviendra donc ensuite, on force la conception avec un seul spermatozoïde. Tandis que dans la fécondation in vitro plus classique, on fait baigner des ovocytes dans les spermatozoïdes, et puis on regarde le nombre de conceptions qu'il y a, et ensuite, voilà, on travaille avec ces embryons. Donc vous voyez qu'il y a quand même 238 698, 2006, 238 698 embryons conçus pour donner naissance à ces 14 000 enfants issus de fécondation in vitro, quelles que soient les techniques. Voilà. Et là, on peut voir que il y en a 86 000 qui sont transférés. Donc transférés, après ils naîtront pour certains. On voit que assez peu naîtront finalement, puisqu'il y a 11 911 naissances de cette façon. Je vous dirai la différence après, pourquoi c'est différent par rapport à 14 000. Détruits 98 780. À ceux-là, ils sont détruits parce que le praticien, lorsque, au bout de quelques jours, il regarde ce qu'il a obtenu, lorsqu'il voit qu'il y a une tache, un trou, etc., que l'embryon n'est pas, selon son expérience, beau, enfin, qui ne correspond pas aux critères, il y a des classements par avec délai, etc., il est détruit. Voilà. Il est détruit et jeté donc à la poubelle, tout simplement. Hein, c'est un tout petit quelque chose, entre guillemets. J'ai entendu chosification tout à l'heure. Et puis 53 000 sont congelés. Alors, il faut faire un rapport entre les congelés de cette année-là, et puis ceux qui vont être décongelés, je ne le voulais pas même, il y a 35 000 cette année-là qui avaient été décongelés pour le TEC, c'est-à-dire le transfert d'embryons congelés, c'est la dernière ligne, qui a donné naissance, pour ces 35 000 décongelés, à 2 000 à peu près naissances. Et vous retrouvez les 14 000. Vous suivez? Je ne sais pas si je suis assez clair. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Au fond, on a conçu 238 000 embryons pour faire naître 14 000 enfants. Et un petit biais parce que j'ai rajouté, évidemment, là les enfants issus de congelés. J'ai considéré que ceux qu'on avait congelés, ça revient à peu près au même par rapport à ceux qu'on a récupérés qui étaient congelés dans le stock antérieur. Vous me suivez? Bon. Soit 17 embryons pour une naissance. Voilà, ça c'est important à connaître. 17 embryons pour une naissance. Un jour, Jean Yvenot à France Culture m'a dit, de toute façon, il y a eu 1 million. C'est 1 million ou 3 millions dans le monde? J'ai toujours un doute, c'est ma dyslexie qui revient. Mais enfin, en gros, c'est le même ordre de grandeur. Il y a eu 1 million de naissances dans le monde, on ne peut plus remettre en cause la fécondation in vitro. Et moi j'ai répondu, je suis désolé, mais donc bienvenue sur Terre, mais je ne peux pas ne pas faire mémoire, à titre personnel. Alors j'ai dit des dizaines de millions, enfin voilà, qui effectivement ont été conçus et supprimés. Je dirai ce qu'en pensent après les médecins. Alors après, deuxième façon de regarder, j'ai vu les flux, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, et voilà le stock. On parle bien des stocks d'embryons surnuméraires. Alors, où en sont les stocks? L'agence de biomédecine évoquait cela, mais ça me donne l'occasion de dire que ces données chiffrées sont-elles fiables? On n'est pas forcément absolument certain qu'elles le soient, parce que l'agence de biomédecine a énormément de difficultés à récupérer ces données. Je dirais toute proportion gardée, c'est un peu comme pour l'interruption volontaire de grossesse. C'est très difficile d'avoir des statistiques fiables en raison des pratiques, et parce que on le comprend bien d'ailleurs, le praticien n'a pas comme vocation première de compter les embryons. Il a comme vocation première de favoriser la naissance des enfants. C'est pas son problème majeur. Hein. Alors que là, il y a un petit doute, mais je vous montre quand même les chiffres officiels en les prenant tels quels avec des pincettes.